Bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis anthropologue et j'ai pris l'habitude de travailler avec des designers depuis environ une dizaine d'années. Alors, je ne suis pas un expert de l'innovation sociale et des sujets qui sont au cœur du colloque. Et je m'en étais inquiété au moment où on m'a invité à venir. Et je me rends compte que l'invitation était pertinente parce qu'en effet, aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'immersion, on a beaucoup parlé d'usager, d'usage. Et c'est de ces choses-là que je vais essayer de vous parler. Avec finalement la question que je vais aborder dans le titre de mon intervention, qui est usage partout, usager nulle part. Plutôt que de faire une conférence où j'explique pourquoi l'anthropologie c'est génial et ça permet d'innover mieux au plus proche des usagers, j'étais un peu fatigué de ça. Je me suis dit je vais essayer de prendre le regard inverse, qui est de dire mais en réalité ça a l'air d'être un peu tarte à la crème de faire l'innovation centrée utilisateur, de convoquer les usagers. Je pense qu'il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui va vous dire non, moi les usagers ne m'apportent pas, je travaille en faisant du techno-push, j'assume que c'est moi créateur qui invente tout. Non, toutes les entreprises, la plupart des acteurs s'intéressent aux usagers avec des outils qui commencent à se pérenniser, mais en réalité, autant on voit des usages partout dans les discours, autant l'usager en tant que tel, moi finalement je le vois assez peu dans ma pratique, et même ma pratique d'anthropologue. Et c'est de ça que j'aimerais discuter, avoir un regard relativement critique là-dessus, avec vous en guise d'intervention. Alors pour démarrer, juste un petit rappel, enfin un rappel ou une présentation. Donc l'anthropologie dans l'entreprise, c'est quelque chose qui existe. Ça fait 25-30 ans que ces choses sont pratiquées. Et il y a plein de manières de la conduire, de la réaliser. Je ne vais pas vous faire l'historique, mais disons que déjà pour rentrer dans le sujet, que font les anthropologues dans les organisations, dans les activités d'innovation? Ils font deux choses. C'est qu'ils dessinent un contexte de référence. Ici, on est en Russie, on travaille sur le thé, donc on va avoir des gens qui consomment du thé dans différents lieux de vie. Et puis on utilise ce contexte pour générer des insights, des observations remarquables et donner un cadre de pensée pour situer des innovations. Et donc là, on travaillait avec le groupe SEB sur des concepts de théière qui rentraient dans ce contexte. Pardon. Donc finalement, l'anthropologue, c'est cette capacité de dessiner, de raconter des contextes pour supporter une démarche d'innovation de manière très générale. Alors, je vous invite à être curieux sur ce sujet, mais s'il y avait une porte d'entrée pour s'intéresser à l'anthropologie, au design et à la façon dont ils collaborent, il s'est passé à la fin des années 70, chez Xerox, un grand nombre d'innovations, un grand nombre de travaux qui sont aujourd'hui encore qui impactent la façon de faire de l'anthropologie. Et le travail le plus exemplaire, c'est ce qu'a fait Lucy Sussman, qui est aujourd'hui professeure de sociologie en Grande-Bretagne, qui travaillait dans les équipes qui concevaient des photocopieurs. Et en fait, ce qu'elle a amené, c'est la base de tout ce qui va être expérience utilisateur aujourd'hui, à savoir, plutôt que de considérer que si les gens n'arrivaient pas à faire des photocopies comme ils le souhaitaient, comme on l'étudiait à l'époque, plutôt que de considérer parce que les gens n'étaient pas capables de comprendre la machine, parce qu'ils n'étaient pas capables d'anticiper correctement les actions, on s'est dit, on s'est rencontrés, on a observé, en analysant les gens, que le dialogue avec la machine était un dialogue compliqué, et que comme tout dialogue, il avait sa part d'improvisation. C'était une action qui était située, c'était une cognition qui était située, et qu'il fallait comprendre l'action comme un dialogue avec la machine et imaginer des moyens d'interagir comme dans un contexte où parfois on ne se comprend pas. Et donc ce changement de paradigme, ce changement de façon de considérer la relation à la machine, était fondateur de l'intégration des sciences sociales, de l'anthropologie, dans les milieux de la conception, et en particulier le milieu de l'informatique, où on a commencé à forger des méthodes dont je vais vous parler rapidement. Alors, le constat de mon exposé, c'est un constat de la sociologie de l'innovation qui est assez ancien, qui est de dire, en réalité, c'est vrai qu'on a tendance à dire, voilà, l'innovation par l'usage, c'est un combat quotidien, mais l'usager et l'usage sont tout à fait présents dans la conception depuis une vingtaine d'années. On documente le fait que lorsque vous suivez des équipes d'innovation, les différents innovateurs, l'ingénieur, le marketing, les différents opérationnels qui interviennent, ont des représentations des usages, les mobilisent, les injectent dans des schémas, dans leurs imaginaires, en parlent en permanence. Et donc, en réalité, la situation, c'est plutôt une saturation de l'usager. Il y a de l'usage. Il y a de l'usage partout. On en parle beaucoup. La question que je me pose dans l'exposé que je vous soumets, c'est dans quelle mesure ces dispositifs qui racontent les usagers et qui racontent les usages permettent de rendre performatifs les usagers. Alors, la performativité, c'est une notion de la philosophie du langage. Je sais, quand le maire déclare
déclare « je vous déclare mari et femme », eh bien, il a un acte performatif où vous devenez réellement mari et femme. C'est pas simplement des mots, ces mots créent une différence dans le monde, vous devenez quelque chose d'autre parce que le maire, et pas moi, et pas votre voisin, a déclaré « je vous déclare mari et femme ». La notion de performativité, c'est de poser la question dans quelle mesure tout ce discours sur les usagers, eh bien, est-ce que ça crée quelque chose réellement, ou bien on reste au niveau des représentations qui flottent, qui sont là pour accompagner un processus, mais qui n'ont pas forcément d'impact sur le processus. Alors, je pense que c'est un sujet qui est assez énorme, assez énorme en termes de questions qu'il pose, et moi, je vais vraiment l'aborder par le petit bout aujourd'hui. Je vous propose trois réflexions que je vais essayer d'aborder au pas de course parce que je pense que je n'aurai pas le temps. La première, c'est de dire, quand on interroge des usagers, finalement, quelle attitude on va avoir vis-à-vis des usagers. Est-ce qu'on est là dans une attitude d'observation, d'expertise, des pratiques, en considérant qu'en tant qu'anthropologue, on est là pour observer les choses et les décrire, ou est-ce qu'on est là pour concevoir des dialogues, voire, à la manière d'un échange épistolaire, entretenir une relation avec un usager, on se répond mutuellement. Le deuxième sujet, c'est celui du processus. Les processus d'innovation, aujourd'hui, sont écrits. On parle beaucoup du design thinking, toutes les méthodologies UX qui sont là pour accompagner les démarches d'innovation au centre utilisateur dans le milieu du digital, sont des processus avec des outils qui vont donner une place plus ou moins définie à l'usager. Donc, ces dispositifs utilisent des traces des usagers, c'est-à-dire que les usagers ne sont pas forcément présents, mais ils laissent des traces parce qu'ils ont fait quelque chose, parce qu'ils ont écrit, parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont été filmés, et ces traces vont donner forme à l'usage, à l'usager dans le processus. Le troisième point qu'on peut observer, c'est la notion d'empathie collective du projet. Alors, l'empathie collective, c'est peut-être une manière un peu verbieuse de dire, quand on a un projet, et un projet efficace, on a un horizon relativement commun d'action, quels que soient les parties prenantes. Dans les entreprises où j'ai travaillé, on avait le marketing et la recherche d'une part, on avait le design, on avait les bureaux d'études, le développement. Et bien à un moment donné, il faut que tout ce monde ait un horizon relativement commun et partagé pour que le projet puisse fonctionner. Et on peut se poser la question dans quelle mesure les outils qu'on a aujourd'hui permettent de créer cette compréhension des usagers de manière partagée et commune, et est-ce que ces outils réellement donnent place à l'usager ou est-ce qu'ils construisent des usages qui ne sont pas ceux de l'usager. Alors je vais essayer de décrire, parce que là ça reste certainement encore un petit peu flou. Alors, pour le premier sujet, quand vous interrogez des anthropologues qui travaillent dans l'innovation, dans l'entreprise, bien souvent vous avez le genre de témoignages que je rapporte ici, à savoir, on fait un super travail, on a plein d'idées stratégiques sur comment modifier les projets, modifier l'organisation, mais en réalité, les gens qui reçoivent nos observations font un peu du cherry picking, c'est-à-dire qu'ils choisissent des idées intéressantes, en général, évidemment, les idées qui correspondent aux attentes préalables de l'organisation. Donc il y a cette volonté d'aller rechercher confirmation en disant « Ah oui, je savais bien, les usagers font ça, je l'avais anticipé ». Et on a un peu cette frustration permanente de dire dans quelle mesure ces données, on va pouvoir promouvoir du changement dans une organisation, qu'il s'agisse de changer les représentations ou d'enclencher un processus. Alors pour résoudre cela, les anthropologues issus des travaux de Lucy Schuchman en particulier ont commencé à réfléchir à des méthodes. Alors il y a plein de labels. Un label qui est assez populaire, c'est celui du design ethnographie, qui est vraiment la volonté de faire coopérer designers et ethnographes dans des processus de conception. Les champions de cette approche, c'est Intel, qui ont vraiment formalisé les outils. Avec Intel et Microsoft ont beaucoup travaillé à ça, et puis ont été réappropriés par d'autres. Et ce qui est intéressant dans le design ethnographie, c'est d'assumer que finalement, c'est pas tant une démarche d'invention, de créativité, qu'une démarche qui va permettre que dans le cours d'un projet, on s'ancre dans le réel des usagers, de manière à éliminer tous les projets qui relèvent du fantasme ou des fausses bonnes idées. On pense qu'on va résoudre un problème, et en réalité, ce problème n'existe tout simplement pas. Le point qui est particulier dans cette démarche, c'est que c'est un vrai processus où on va observer dans un premier temps et ensuite donner ces observations à des designers pour qu'ils s'approprient l'observable et commencent à faire de la créativité sur la base des observations. Et ce qui est souvent induit dans ce projet, c'est de considérer l'ethnographe comme un observateur. L'image qu'on aime bien, c'est celle de la mouche sur le mur. C'est la métaphore qu'on va beaucoup retrouver dans cette littérature. À la manière d'une mouche sur un mur, on va se faire discret, on va se mettre dans un coin de la pièce, et puis on va essayer d'observer les choses telles qu'elles se passent, sans perturber l'environnement, sans induire des comportements suggérés par notre présence. C'est d'ailleurs la question qu'on demande souvent, mais c'est est-ce que votre présence ne modifie pas le comportement ? On est là en fait dans un modèle de l'analyse des comportements, qui est un modèle des sciences expérimentales, où on va essayer de réduire l'impact de l'observateur
pour avoir la vraie vie, entre guillemets, qui se donne à voir. Alors, et si je choisis cette image, peut-être vous la connaissez, c'est qu'elle est issue d'un film qui relatait lui-même une expérience réelle, à savoir des années 50. Je ne sais jamais si c'est la Norvège ou la Suède, je pense que c'est une équipe suédoise en Norvège, mais peu importe. Une équipe de chercheurs, un peu dans la lignée de l'école de Francfort par rapport à la conception des cuisines, on va essayer de rationaliser l'espace, se sont dit, tiens, on va essayer de comprendre le vécu quotidien des hommes, et envoyer des experts pour faire un peu compter les points, c'est-à-dire faire de l'éthologie. L'éthologie, c'est vraiment on compte des comportements pour essayer de comprendre pourquoi les hommes de ces petits villages de Norvège sont si malheureux, etc. Bon, évidemment, on ne comprend rien en faisant ça. On a des inventaires de comportements, ce qui n'aide pas à comprendre. Et ce que montre le film, ce qui est amusant, c'est qu'à un moment, en tombant de sa chaise, eh bien, à un moment, on se retrouve à devoir malgré tout échanger avec la personne qu'on a rencontrée. Et en ayant cet échange, on peut commencer à comprendre de l'intérieur ce que la personne était en train de vivre. Donc l'enjeu, c'est un peu de quitter la chaise et de tomber dans le terrain pour venir casser le protocole d'observation classique. Et ça, c'est des choses auxquelles on est confronté quasiment systématiquement. Là, je prends un exemple parce qu'il est très évident, mais c'est à peu près l'exemple de tous les projets qu'on peut conduire. On est à Madagascar pour essayer de comprendre la cuisson du riz, pour faire des cuiseurs à riz plus efficaces, qui soient nutritionnellement plus satisfaisants. Évidemment, la première famille qu'on rencontre n'a pas, je dis évidemment parce qu'une fois qu'on l'a fait, ça devenait un peu le routinier, mais elle n'avait pas forcément d'argent pour s'acheter de riz ce jour-là. Donc ça a permis très vite de décentrer la problématique de est-ce que j'observe ma séquence d'activité culinaire pour essayer de l'améliorer, ou est-ce que j'essaye de suivre la personne dans sa recherche de consommables, des entrants nécessaires pour faire du riz à moindre coût, et a permis de requalifier le projet sur des enjeux de réduction du coût de l'énergie nécessaire pour faire cuire, ou surtout comment faire cuire quand on n'a pas d'électricité, puisque finalement sur l'île, l'accès à l'électricité est plutôt minoritaire. Donc en quittant sa chaise et en quittant cette posture d'objectivité extérieure, on peut commencer à suivre le projet. Et ça, c'est un modèle qui relève plutôt d'un autre label, qui est celui du design anthropologie. Alors, vous allez me dire, en design ethnographie, design anthropologie, on aime bien se compliquer la vie, mais il y a une vraie différence qui est de dire, assumons le fait qu'il y a une relation entre les concepteurs et les usagers qui est participative. Et dans cette circonstance, le travail d'un anthropologue, c'est plutôt d'être l'expert qui regarde que d'être le facilitateur en quelque sorte de l'échange et de rendre possible ce dialogue tout au long du projet. Et alors, à nouveau, et si j'ai encore le temps d'après, c'est un vœu pieux très, très louable, mais qui est très compliqué à tenir. Néanmoins, c'est une perspective qui est intéressante. Elle s'ancre dans le design participatif scandinave que vous connaissez bien. Moi, j'ai choisi un outil parce que je trouve qu'il est très, très en phase avec ceci, qui est les vidéo card games qu'a développé Jacob Bur au Danemark, où on va découper les films ethnographiques en petites séquences et on va les donner à interpréter et à classer, à clusteriser, à la fois des experts et à la fois des usagers. Donc, le travail d'interprétation du terrain va être réalisé conjointement avec des experts, des parties prenantes, des organisations qui développent les innovations, et avec les usagers qui ont eux-mêmes été filmés, ce qui donne de la parole, du poids à la perception des usagers. Mais là, on est déjà dans l'analyse. En termes de démarche de terrain, mais en réalité, ce dialogue, on peut l'instaurer très facilement. L'ergonomie a un outil très commun avec l'anthropologie qui est celui des entretiens d'explicitation. Ces démarches sont intéressantes parce qu'on a à la fois un regard relativement extérieur avec une activité. Ici, je travaillais sur la cuisine où il s'agit tout simplement de filmer des professionnels dans leur activité de prise de décision culinaire. Et ensuite, on montre ces films aux praticiens pour qu'ils explicitent, qu'ils rapportent ce qu'ils ont vécu au moment où les choses ont été vécues. Alors, ça demande un peu de technique. Il ne s'agit pas de demander pourquoi est-ce que vous faites ceci, sinon on coupe le bénéfice de la démarche. Mais on va essayer de combiner à la fois la capacité de regard extérieur qu'on peut avoir sur les choses et à la fois, on va rendre audible la compétence d'informateur des gens que l'on rencontre, qui vont pouvoir interpréter eux-mêmes ce qu'ils sont en train de réaliser en prenant le recul grâce à la vidéo. Et cette compétence de l'informateur, cette capacité à s'appuyer sur son propre vécu pour prendre du recul, eh bien, on peut la déployer de différentes techniques. Ici, en Thaïlande, on travaille sur les représentations alimentaires. Eh bien, aujourd'hui, c'est très facile de s'appuyer sur les stocks de représentations que possèdent les uns et les autres dans une culture donnée. Alors il y a une notion qui est très élégante qui s'appelle le food porn, où on va photographier l'alimentation pour essayer de la partager, se la représenter, etc. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des outils que l'on a aujourd'hui pour raconter sa culture culinaire.
Et donc dans ce travail, ce qu'on avait fait pour démarrer nos enquêtes de terrain, on est parti des photos d'alimentation qu'avaient les gens dans leur smartphone pour les faire commenter pourquoi ce plat était intéressant, pourquoi est-ce qu'il était important, et puis faire commenter les photos des autres à d'autres informateurs pour commencer à voir comment, finalement, face à un même archétype, on avait des visions qui étaient différentes. Et éviter le piège de « en France, ils mangent tous de la baguette, des bœufs bourguignons, etc. » C'est un peu le tropisme qu'on a quand on regarde les autres cultures. On a l'impression qu'elles mangent toujours les plats traditionnels, alors que nous, bien sûr, c'est pas le cas. Mais en réalité, c'est pas le cas chez eux non plus. Donc, en jouant sur ces frontières, on arrive, rien qu'avec ces images qui sont déjà produites par les informateurs, on arrive à rentrer dans la culture. Et puis on peut encore aller plus loin en disant mais finalement la caméra, pourquoi c'est l'anthropologue qui la tient, puisque finalement ce qui compte c'est de saisir ce qui est important, ce qui pose débat, ce qui pose question, et donc on donne la caméra aux informateurs pour qu'eux-mêmes produisent le terrain. Et ici, à nouveau, on est en Thaïlande. Plutôt que de regarder des cuisines, d'ouvrir les placards et de compter un peu ce que les gens mangent, ce qu'ils ont dedans, etc., eh bien, on donne le caméscope à une personne en disant, ben voilà, filmez ce qui est important pour vous. Montrez-moi votre cuisine. Qu'est-ce que je dois savoir par rapport à votre cuisine? Alors évidemment, c'est pas le film qui est intéressant, qui est en général très, très vilain et on tient pas plus de 5 minutes parce que ça bouge beaucoup trop. Mais c'est l'activité de sélectionner ce qui est intéressant dans l'environnement qui va devenir un point de départ pour une démarche d'observation où on donne la parole à l'usager. Et ça, c'est l'anthropologue britannique Sarah Pink qui a beaucoup travaillé ces choses, et précisément, elle le fait aujourd'hui avec des designers. Et puis enfin, le dernier point que vous connaissez bien, mais qui demande à être réinterprété, je pense, c'est celui du maquettage, qui, dans les organisations, a tendance à venir être une épreuve de validation. Moi, j'ai toujours dû lutter pour dire que ces moments-là n'étaient pas forcément des moments de choix entre deux maquettes en disant laquelle est la préférable, mais en disant ces maquettes permettent tout simplement de réinterroger les fondements du projet, la désirabilité du projet, en donnant la main à l'usager pour démontrer le caractère parfois extrêmement ridicule de nos propositions et accepter que ces propositions soient ridicules parce qu'elles sont des visions fantasmées des usages des personnes. Donc vous voyez, là j'ai abordé un premier sujet qui est celui du terrain, pour vous montrer pour souligner une première chose, qui est l'importance de concevoir le terrain, non pas comme un terrain militaire qu'on vient investir avec les oripeaux de la science, mais comme un moment pour créer un dialogue avec différents outils possibles. Le deuxième ensemble d'étapes qu'il s'agit de lever, c'est celle du dispositif, qui va en fait créer les usagers. C'est-à-dire que les usagers, ils sont là, bien sûr, mais dans le temps du projet, ils sont absents, ils ne sont pas avec vous au quotidien, et même si vous les sollicitez périodiquement, vous allez prendre un grand nombre de décisions en leur absence. Et donc il y a des traces de leur présence, que ce soit votre souvenir ou des choses que vous avez notées, qui vont être le support des usages et sur lesquels vous allez vous appuyer. Donc là, il y a aussi un certain nombre d'enjeux. Ce qui est intéressant, c'est d'assumer qu'au démarrage du projet, les choses sont relativement ouvertes. Et que quand on est dans une phase, dans ces processus de design, ethnographie ou anthropologie, peu importe, les premiers temps de partage sont des temps où les regroupements de données sont relativement ouverts, où il y a beaucoup de possibilités. Vous avez observé beaucoup de choses, vous n'avez pas collecté des besoins que vous auriez trouvés en dessous d'une table, vous avez observé des pratiques, observé des tensions, observé des décalages, et tout ce panorama, vous allez le partager de manière parfois très tangible dans une salle où les photos du terrain sont exposées, comme ici le travail de Jan Chipchez. Et donc on est face à un univers de possibles. La question, c'est comment on opérationnalise ce possible, puisqu'évidemment on ne va pas rester dans ce flou permanent, mais il s'agit de bien mesurer les enjeux de cela. Et dans le design ethnographique, comme dans d'ailleurs beaucoup d'autres démarches, un des outils qu'on utilise énormément, c'est l'outil du persona, qui en soi mériterait une journée de colloque complète. Et que je veux juste pointer une chose, qui est que cet outil persona, donc ceux qui ne sont pas forcément familiers, ce sont des archétypes d'utilisateurs qu'on va concevoir dans un projet de conception. On va en définir idéalement, de mon point de vue, un certain nombre, de manière à rendre lisible des stratégies ou des postures face à une problématique donnée qui accompagnent tout le temps du projet comme une sorte de référence qui rappelle en permanence une multitude de moyens de sollicitation de votre service ou de votre objet. Typiquement, ça vient du monde de l'informatique où vous avez un site internet où à la fois vous avez des fournisseurs et des clients qui vont utiliser le même site et donc il faut raconter deux expériences avec une même base. Et donc le persona permet de jongler avec ces choses-là. Eh bien, le persona, là je reprends le processus d'Intel, c'est un outil stratégique qui va être produit par des observations, mais pas des observations pures, qui va mélanger des catégorisations produites par le marketing et des intentions portées par la stratégie d'entreprise. Donc c'est des objets qui sont déjà fondamentalement orientés, construits
pour sélectionner les informations possibles sur l'usager. Et donc la force de cet outil, c'est que ça permet de préserver un certain degré de détail dans les observations que vous allez raconter sous forme finalement d'une sorte de carte d'identité du persona. Alors là, volontairement, j'ai pris quelque chose de très très moche, parce que aussi parfois on fait des très jolis personas, ce qui est très bien, donc on met beaucoup d'argent à faire des choses très belles. Mais en fait, ça marche aussi quand c'est moche. Ce qui compte, c'est la donnée qu'il y a derrière et l'animation que vous allez mettre autour. Ce que je veux mettre en avant, c'est qu'une fois que vous avez choisi des dimensions, qui ont été choisies non pas parce que vous les avez collectées dans la nature, mais parce qu'il y a une stratégie d'entreprise, parce que vous avez des axes de développement privilégiés, vous avez des catégorisations marketing qui vous imposent déjà des grilles de lecture, eh bien ces grilles vont commencer à rigidifier votre persona, de manière à ce qu'une fois que vous allez revenir dans les phases de test et découvrir des choses nouvelles, il est possible que vous arriviez dans une situation où vous ne pouvez plus intégrer cette connaissance nouvelle, qui parfois est plus intéressante que la connaissance initiale. Donc le persona peut vous emprisonner finalement dans une certaine lecture des choses parce que cet outil en soi rigidifie la démarche. Lié à cela, l'autre question qu'on peut se poser, c'est qui sont les usagers que l'on va rencontrer. Je pense qu'il n'y a aucun projet dans lequel j'ai participé où je n'ai pas dû négocier la définition des informateurs, ce qui est plutôt une bonne pratique, mais où à un moment donné, il a fallu dire, ok, d'accord, donc je vais prendre une ménagère de moins de 65 ans parce que effectivement c'est votre cœur de cible, mais s'il vous plaît, autorisez-moi à aller chercher aussi peut-être des hommes, peut-être des gens qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans votre segmentation de marché. Alors je caricature énormément évidemment, mais la question forte qu'il y a derrière, c'est de dire qui est-ce qu'il faut observer ? Est-ce qu'il faut observer des gens qui sont les usagers actuels de ce type de produit, des usagers actuels de ce type de service, ou est-ce qu'au contraire, on doit aller regarder les gens qui ne sont pas les utilisateurs, qui ont décidé de ne pas utiliser ce type de choses, ou qui sont en marge de l'usage avec des fréquences très faibles ou des fréquences extrêmes ? Eh bien, ma conviction, c'est qu'on a plutôt intérêt à travailler sur la deuxième partie. Et on se rend compte, là on est à nouveau en Thaïlande, que c'est effectivement très intéressant d'étudier les gens qui font des crêpes quand on veut vendre des appareils à crêpes. Ça permet de comprendre l'adéquation entre les crêpes françaises et les crêpes thaïlandaises et les différents écarts potentiels. C'est encore plus intéressant quand on essaie de travailler sur des appareils à crêpes pour des gens qui n'en mangent absolument pas. Et d'essayer de comprendre, mais finalement, qu'est-ce que ça crée à la place des crêpes, qu'est-ce qu'il y a quelles sont les fonctions possibles de cette base technique dans des univers qui ne sont pas du tout les univers de référence du produit. Et de se rendre compte typiquement que dans ce type de région, ce type d'usager, on a des fonctions de réchauffage qui sont beaucoup plus intéressantes que des fonctions de cuisson, plus pertinentes dans la pratique quotidienne de la cuisine, mais qui sont aujourd'hui impensables dans la catégorisation d'un appareil à crêpes qui est plutôt lié à la production d'un goûter ou de quelque chose de loisir. Donc, travailler avec les usagers qui sont des non-usagers ou des usagers en analogie, c'est un moyen supplémentaire de se décentrer et de construire des personas ou des archétypes qui sont un peu plus souples, ouverts à la créativité. De même, les parcours utilisateurs. Même remarque sur les parcours utilisateurs. On va essayer de raconter une histoire de cuisine. Ça pose déjà la question du début et de la fin de l'histoire, qui est un vrai problème. Et d'ailleurs, quand on rencontre des informateurs, on est souvent gentiment agacés du fait de voir qu'ils ont rangé la cuisine, qu'ils ont préparé les ingrédients et qu'ils sont prêts à démarrer, à appuyer sur l'appareil quand on arrive. Alors que nous, ce qui évidemment nous intéresse, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à récupérer toutes les briques de l'appareil, voir comment est-ce qu'ils ont l'idée de faire à manger ce qu'ils vont faire à manger. Mais au-delà de cette problématique-là, les parcours utilisateurs sont construits avec cette architecture assez classique d'avoir des faits, avec les guillemets que la notion de fait impose, et puis des problèmes. Là, on commence déjà à filtrer à l'aune de ce que nous, on est habitué à percevoir. Et puis, vraiment, quels sont les enjeux pour l'industrie que nous sommes en question. Et donc, on a un travail de filtration progressive des éléments clés, qui n'est pas problématique en soi, mais qui fait que quand on travaille trop avec la dernière couche, la couche qui est déjà très filtrée par l'entreprise, eh bien, on s'empêche d'adresser des besoins qui sont vraiment fondamentaux, au sens où on va résoudre des tensions très fortes entre, par exemple, j'aimerais bien manger plus équilibré, mais au quotidien je peux pas parce que mon rythme de vie m'empêche de manger équilibré, ou parce que mes enfants, je peux pas leur faire à manger facilement ce que je veux. Ça, c'est des vrais problèmes récurrents qu'on observe partout et qui ont une vraie valeur pour les usagers. À trop travailler sur les faits traduits en opportunités, traduits dans le langage de l'industriel, on retrouve des sortes de silos qui nous emmènent à faire des innovations un peu sparadrap, comme cet exemple-là qui est issu d'un livre blanc fait par je pense que c'est le Design Council qui avait fait ça en 2010, pour montrer la valeur de l'ethnographie. En montrant, voilà, on a un pain point, on a un problème, ça c'est un problème, et on a une solution design, on a un porte-gobelet, c'est magnifique. Bon, je pense que c'est une marque de voiture allemande. Je suis pas certain que vous avez révolutionné le rapport à la voiture de luxe ou de haut de gamme avec ce porte-gobelet.
Donc cet exemple, qui pour moi est assez significatif, ça montre comment ce travail de filtration a trop nous emmené dans les directions de la résolution de problèmes, nous empêche d'aborder des problèmes fondamentaux que les usagers pourraient avoir. Au contraire, il s'agit de prendre de la respiration par rapport à cette notion de problème. Et il y a différentes stratégies, et j'en évoquerai juste rapidement deux. La première est une stratégie inventée par Igor Kopitov, qui est un historien de l'esclavage, de l'esclavagisme, qui se demandait comment est-ce qu'on peut passer du statut d'être humain à un statut d'esclave, alors qu'en réalité c'est la même personne. Parce que les objets, les choses, enfin les objets sont chosifiés d'une sphère sociale à une autre. Et donc ce qu'il nous dit, Kopitov, c'est suivons les objets dans leurs différents parcours pour essayer de voir ce qu'ils font, comment ils se transforment, et ce qui leur donne une profondeur différente lorsqu'on essaie de les comprendre. Et là, je prends un travail qui est très connu de Harper et Selen chez Microsoft, qui se posait la question à la fin des années 90, pourquoi est-ce qu'on a encore du papier dans les entreprises alors qu'en fait le digital est tellement puissant pour remplacer le papier. Et c'est vrai que quand on regarde un document à la fois, on peut effectivement se poser la question face à la puissance du digital. Par contre, une fois qu'on suit la vie du papier dans une organisation, et là je pense que c'est la Banque mondiale sans me tromper, ici on a un rapport de la Banque mondiale, avec les différents circuits de transformation et de validation du rapport, dans un rapport tout à fait ordinaire. Donc je vous invite à compter le nombre d'échanges qu'il y a entre les éléments. Ce que Harper et Selen montrent, c'est qu'en réalité le papier a cette capacité à supporter autant d'interactions différentes, d'enrichissement, de transformation, etc., que le digital empêche, parce que la capacité à venir modifier en permanence le support est beaucoup plus compliquée quand on a autant d'interactions linéaires dans un circuit de décision. Donc cet exemple-là pour dire, voilà, quand vous suivez les choses dans les différentes sphères, dans les différents lieux qu'ils traversent, eh bien vous pouvez, par exemple, donner de la profondeur à cette notion d'usage. A contrario, et très simplement, il s'agit de se dire, eh bien, plutôt que d'étudier un lieu de décision, essayons de voir ce qui se passe avant et après. Et c'est typiquement des choses qu'on a également refait en cuisine, où plutôt que se dire finalement, si je veux accompagner la recette, enrichir la recette qui était le cœur d'un projet de digitalisation de la cuisine pour laquelle j'avais participé, plutôt que de regarder uniquement ce que font les gens dans la cuisine, qu'à savoir je sollicite ma recette pour un appui, un aide-mémoire, posons-nous la question, cette recette elle a été construite quand ? Eh bien évidemment elle commence à être élaborée au moment des courses, voire même encore plus tôt. Et on voit qu'une même recette peut être modifiée une dizaine de fois entre le moment où j'ai décidé de faire un plat et le moment où je vais réellement le réaliser. Et donc la digitalisation, la numérisation des recettes n'a pas de sens si je me focalise que sur le seul moment de l'exécution. Mais si je dois prendre en compte évidemment le cycle, le parcours alimentaire dans son ensemble. Donc, deux derniers exemples pour dire, prenons du recul vis-à-vis de ces outils qui très vite nous amènent vers des problèmes pour essayer de prendre de la profondeur dans l'espace et dans le temps et chercher des problématiques plus fondamentales en termes de besoins et de désirabilité. Enfin, en 3 minutes 30, le dernier sujet que je voulais aborder, c'est celui de l'empathie collective entre guillemets. L'empathie, c'est vraiment la notion qui a été très popularisée, notamment par le design thinking, entre guillemets, avec cette idée qu'on va s'immerger dans les chaussures d'autrui, cette métaphore qui pose beaucoup de questions. Moi, quand je mets les chaussures de mon épouse, j'ai mal aux pieds. Quand je mets les chaussures de mon fils, j'y arrive pas. Est-ce que je comprends ce que c'est marcher comme un enfant avec ses chaussures ? Pas du tout. Et en fait, on a le même problème dans les organisations. C'est que quand on commence à essayer d'immerger, eh bien, on prête le flanc à de nombreuses réinterprétations qui échappent à la notion d'empathie. Je ne dis pas que l'empathie en soi est un problème, je dis que l'empathie seule, sans être réfléchie, peut devenir un problème. Là, on travaillait aux États-Unis sur des barbecues, avec toute une équipe, on était 5 à faire des barbecues sur les toits de New York, c'était très amusant. Mais en réalité, si je m'étais contenté d'arriver avec mes rapports d'ethnographe, j'aurais pu faire relativement autorité sur pourquoi c'était une mauvaise idée de faire des barbecues sur les toits de New York. Mais parce que ce projet avait différents parties prenantes qui avaient vocation à tenir le projet plus loin dans le cours du temps, eh bien, cette immersion a donné lieu à « oui, mais moi, quand je la vis, je sens bien que la personne n'est pas à l'aise, elle ne fait pas ce qu'elle fait d'habitude, les circonstances que tu as choisies ne sont pas les circonstances classiques, etc. etc. » Donc l'empathie, c'est aussi le moment pour donner poids à ces freins, à ces éléments de doute vis-à-vis d'une situation, et à déconstruire le discours de la personne en estimant que, parce que nous on l'a vécu, on a bien senti des choses qu'elle-même n'avait pas vécues. Moi j'ai bien compris qu'elle n'était pas à l'aise avec la situation que tu avais proposée. Alors, de mon point de vue, elle l'était, mais bon, c'est discutable. En tout cas, on voit qu'on est dans une situation où l'empathie donne prise à des ressentiments personnels. Et ça, c'est des choses qui ont été beaucoup observées dans d'autres domaines où on se rend compte que finalement, les managers empathiques ne sont pas forcément les managers les plus proches des usagers.
parce qu'ils ont tendance à projeter leur propre vécu dans le vécu d'autrui. Et donc c'est un peu l'effet inverse de souhaiter par l'empathie. Et donc typiquement sur les travaux avec des entre guillemets seniors, sur le sujet des seniors, on avait essayé d'immerger les équipes dans des résultats d'observation ethnographique en utilisant, vous savez, ce matériel qui va simuler des entre guillemets déficits ergonomiques, etc. Et le résultat était en fait que les gens ont produit ce qu'ils avaient imaginé avant même de faire l'exercice. C'est-à-dire que cet exercice leur a juste permis de confirmer leur propre biais, parce qu'ils s'étaient mis dans des situations où ils jouaient eux-mêmes ce qu'ils avaient envie de jouer. Et où surtout, ils simulaient un vieillissement pénible, difficile, avec des ergonomies complexes, alors que ce que le terrain montrait, c'est que les personnes qui avaient des vrais handicaps au sens quasi médical du terme, les détournaient, les contournaient au quotidien avec leur créativité, leur inventivité. Mais ces choses-là ne sont pas accessibles dans le temps de l'exercice de l'empathie. Ils sont accessibles par la parole, par le dialogue, et non pas par l'immersion de moi, personne valide, qui, en un quart d'heure, va endosser un vêtement qui simule quelque chose d'autre. Et c'est pourquoi, dans ce domaine-là, il y a deux pistes qui me paraissent intéressantes. La première, c'est ce qu'on appelle, ce que Jan Chipchez a essayé de développer sous le nom de pop-up ethnographie, de dire, plutôt que d'essayer de faire un séquençage très laborieux entre le terrain, l'appropriation, la conception, le test, etc. Essayons de vraiment concentrer ces moments d'exploration et ces moments de prise de décision. Et là, l'exemple que j'ai pris, on est en Chine, on travaille sur un appareil de préparation de sorte de ravioli. Et donc, plutôt que d'avoir une exploration ethnographique, de ramener nos observations en France, et puis de les partager, et puis de se dire qu'on n'avait pas vu ce qu'il fallait regarder, bon, tant pis, on est rentré. On a projeté sur une semaine des échanges auprès de différentes personnes, des usagers, des gens qui cuisinent, des professionnels, des cantines, des écoles de cuisine, etc. Et jour après jour, on mélangeait à la fois le travail de conception, le travail de terrain et le travail d'arbitrage sur différentes versions du projet. Le mérite de ceci, c'est que ça permet de contribuer à un alignement des équipes, mais surtout, ça donne la parole à l'usager. On n'est pas dans le test qui vient à la fin valider avec un ratio, un ranking qui compte le nombre de gens qui décident d'acheter un appareil versus ceux qui décideraient de ne pas l'acheter. On donne la possibilité dans le maquettage, au fur et à mesure du projet, de dire non, la direction qu'on prend n'est pas du tout la bonne. Et de révéler des choses qui s'avéraient critiques, telles que typiquement qu'il y avait des opérations qu'il ne fallait absolument pas automatiser comme on voulait le faire au début, parce qu'elles avaient une forte valeur sociale et symbolique dans leur réalisation collective. Mon tout dernier exemple, et j'arrêterai avec celui-ci, c'est de dire, mais si finalement, plutôt que de faire de s'appuyer sur l'expertise de l'ethnographe, et puis donc à nouveau de la capacité du designer à conceptualiser dans la foulée, si on mettait plus d'énergie à produire des fictions, donc là c'est le design fiction pour ceux qui sont familiers, si on passait plus d'énergie à produire des imaginaires suffisamment tangibles pour les lâcher dans la nature et solliciter la compétence de réaction des publics. Et donc là c'est le cas classique de design fiction d'Auger et Loiseau, où en inventant cette dent connectée et en créant un faux site qui présentait cette dent connectée, ce discours a été réapproprié par le Times, par d'autres magazines qui ont vu un vrai objet, et ils ont reçu un certain nombre de lettres, à la fois de cliniques en Russie qui étaient prêtes à implémenter ce prototype pour aller plus loin dans l'exercice, parce qu'ils pensaient que ça révélait leur rapport à tout ce qui est post-humanisme, avec leur enthousiasme, et à côté de ça, ils avaient des chirurgiens dentaires qui disaient non mais c'est scandaleux, c'est horrible, vous pouvez pas créer ce genre de produit, etc. Donc là, dans cet exemple, plutôt que de capitaliser sur un savoir expert sur ce que veut l'usager, eh bien, au contraire, poussons au maximum le débat, ouvrons le débat un maximum dans l'espace public pour amener les usagers à parler, à s'exprimer et à dialoguer. D'où ma conclusion, qui est de dire finalement, dans tous ces outils, si on se positionne par rapport à l'usager et l'usager, eh bien, on a bien sûr beaucoup d'outils qui existent. Bien sûr, on peut faire appel à des anthropologues, c'est génial, mais il n'y a pas besoin forcément non plus. Ce qui me paraît être le point le plus important dans tout ceci, c'est est-ce que l'on va accepter d'augmenter l'incertitude tout au long du projet? Et quand je dis augmenter l'incertitude, c'est-à-dire il y a une part d'inconnu qui nous échappe parce que l'usager est l'inconnu et on ne le connaîtra jamais totalement. Ou bien est-ce que l'on va chercher très vite à fermer cette incertitude pour une approche développementale, au risque précisément de parler des usages et plus des usagers. Bon, vous avez compris ma position, mais je vous soumets la question et je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question sur
l'état actuel de la société par rapport à ces méthodes? À votre connaissance, est-ce que ce que vous nous avez décrit comme façon de procéder, est-ce que ça a un bon écho, ou bien est-ce que ça a une existence, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, un phénomène rare dans la conception, ou quelque chose qui a tendance à se répandre? À ma connaissance, il n'y a pas d'inventaire systématique de l'usage de l'ethnographie ou de l'anthropologie en France ou dans le monde. Néanmoins, il y a un certain nombre d'indices. Il y a des collègues qui ont produit une étude, ils ont étudié la présence de l'ethnographie dans la littérature managériale de type Harvard Business Review, etc. Et ils ont montré, c'était assez drôle, que depuis 30 ans, il n'y a pas plus ou moins de présence, et que le discours de c'est une compétence nouvelle, intéressante, est le même. Donc je pense que pour moi c'est le principal indice, c'est-à-dire qu'en fait cette compétence aujourd'hui, l'ethnographie en tant que pratique de terrain est très bien disséminée en école de commerce ou dans certaines formations design, dans la pratique des designers. C'est des choses que moi je vois assez facilement, et d'ailleurs je ne crée pas forcément la surprise quand je dis je suis anthropologue, me dire mais on connaît bien, on le fait nous-mêmes, etc. Donc il y a une écoute sur le label. Après, dans les faits, et c'est plutôt là le sens de mon intervention, c'est qu'il y a une propension à réduire l'ethnographie à une rencontre parfois très, très brève, d'1 heure, sur une chose filmée, voire même on filme des gens à leur insu, etc. Et là-dessus, ça démontre le fait qu'il y a une inappropriation de l'outil ethnographique encore aujourd'hui massivement. Après, si on regarde les mondes anglo-saxons, c'est très présent dans certains cercles industriels. Il y a des chaires de design ethnographie, etc. Et ça, c'est relativement nouveau. Ça a 5-6 ans, on a vraiment ces choses-là qui se développent en Grande-Bretagne, aux États-Unis bien sûr, en Australie, dans les pays scandinaves. Donc, j'ai envie de croire qu'il y a un changement positif qui est en cours, et j'ai le sentiment que le chemin est encore long. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans cette écologie de la co-construction avec cet écosystème usager intégré dans le process? Parce qu'il y a un moment aussi où il y a des problématiques de confidentialité qui se posent. Alors, comment est-ce que toi, tu gères tout ça, par exemple? Jusqu'où est-ce que tu peux aller, finalement? Surtout dans tes nouvelles fonctions-là. J'ai l'impression qu'on peut aller très loin, en fait. Je ne suis pas sûr que la confidentialité soit un problème, dès lors où quelque chose qui m'a toujours marqué dans la pratique que j'ai, c'est que les gens sont très heureux de jouer, les informateurs que l'on crée pour nos projets sont en général plutôt heureux de contribuer à ces réflexions-là. Dans le sens où il y a un intérêt, une reconnaissance de contribuer à un projet d'innovation et de faire passer des messages parfois. Donc j'y vois, il n'y a pas fondamentalement de limite là-dessus. J'ai pas eu de frein, on va dire, à un moment où je me suis dit bon là il faut que je m'arrête parce que on est en tension. Après, il y a une remarque, ça me fait penser à une remarque de fond qui est finalement quel type de relation je vais avoir avec les informateurs, sachant qu'aujourd'hui vous avez un besoin, vous appelez un cabinet de recrutement, ils vous trouvent, vous faites un screener et vous avez des personnes qui correspondent à vos attentes. Il y a une sorte de professionnalisation en quelque sorte de l'informateur ou qu'on retrouve aussi dans les études. Et là, vous avez un rapport au temps du terrain qui est très différent, qui est très instrumentalisé et qui est beaucoup moins dans le partage et l'empathie. Donc, là, pour moi, l'enjeu, c'est comment on arrive à rendre cette rencontre ouverte, voire ils mettent des intérêts mutuels en disant là vous participez à la cuisine, mais nous on vous présente des chefs avec nous, on vous présente des gens de l'entreprise, on développe quelque chose avec vous, etc. Je pense que c'est ce don contre don finalement qui est un grand classique, mais qui reste le meilleur levier de co-construction sur ces approches-là. Pas d'autres questions? Peut-être juste pour finir, quel conseil est-ce que tu donnerais à des étudiants qui démarrent sur un terrain multi-acteurs, dans un lieu très circonscrit? Je pense au village, par exemple, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Ils démarrent sur un projet où il y a beaucoup d'acteurs. Enfin, c'est à la fois circonscrit et très ouvert. Qu'est-ce que toi tu fais, par exemple, quand tu arrives sur ce type de mission où tu connais pas les besoins des usagers qui vont venir? Il y a une forte attente sur place et finalement tout le monde attend beaucoup des designers, mais personne ne sait par où commencer.
C'est pas gentil ce que je fais là, t'as pas tous les tenants et aboutissants. Oui, j'allais me cacher derrière ça pour répondre imparfaitement. La première chose qui me vient en écoutant ta question, c'est l'importance de multiplier les points d'entrée. Typiquement, quand on rentre sur un petit cercle, on est adossé par quelqu'un qui va nous ouvrir des réseaux. Et ça, les anthropologues le connaissent très bien, c'est qu'on voit finalement la moitié du village. Enfin, la moitié du village, je pense à la façon dont Lévi-Strauss avait travaillé. On voit le village au filtre de la partie qui nous a ouvert les portes. Je dis le village, comme ça peut être l'organisation, ça peut être la cuisine, peu importe. Donc c'est vrai que s'il y avait une première chose à mettre en œuvre de manière très forte, c'est de bien veiller à multiplier les points d'entrée dès lors qu'on en a connu un, d'essayer de réouvrir avec une autre entrée, voire en équipe, pour essayer de casser cette entrée qui va construire une vision du monde et qui est une vision partielle, souvent liée à des rapports de force, des rapports de pouvoir, etc. L'autre point d'ancrage qui me paraît important, c'est bien sûr la visibilité du projet versus le faire de manière masquée, qui reste une tentation que je revois parfois, de se cacher, de s'infiltrer en quelque sorte, et qui est la plus mauvaise des façons de faire, parce que le jour où ça se révèle, ça suscite beaucoup de problèmes. Et puis surtout, on n'a pas la collaboration. La troisième chose qui me paraît importante, c'est d'utiliser la capacité que les uns et les autres de pouvoir se regarder eux-mêmes. Et ça renvoie un peu à ce que fait Jacob Burr dans les démarches de co-clustering, en disant finalement, moi j'ai apporté des éléments d'observation sur vous, avec vous. Maintenant, je vais partager ce travail d'analyse sur des gens qui apparemment seraient extérieurs à la situation, mais qui en ont un vécu également. Et ce travail de ping-pong, d'aller-retour, permet de prendre du recul sur tout ce qui est tendance à faire du culturalisme, c'est-à-dire à réduire le groupe à une image homogène, sachant que le groupe n'est jamais homogène. Très bien, je te remercie. Tu voulais poser une question peut-être, non ? On va laisser la parole du coup à Christophe Sapena. Et merci beaucoup. Et merci Christophe aussi.